Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast avec le retour de Jérôme, NetBearn, Visiblis. Bonjour Jérôme, Bonjour Laurent. comment ça va? Eh bien, écoute, impeccable. On a la chance d'avoir du très beau temps dans notre région. Ouais, on est gâtés. Bel été indien. Mais on n'est pas là pour parler du bouton, on est là pour parler sémantique, pour parler Visiblis. Et puis en plus, restez bien scotchés parce que tu vas nous dévoiler une grosse exclue, une Oui, oui, grosse oui. surprise à nous montrer. Les préparations, les nouveautés qui à venir. Mais déjà, la V2. Alors, pour rappel, Visiblis, c'était plus d'un an. T'avais commencé quand? C'était quoi? On s'était croisés chez les Perronnets il y a deux Le, ans? le, oui, moi j'avais commencé il y a 2 ans. Le Ouais, podcast qu'on avait fait le dernier, c'est il y a presque un an jour pour jour. C'était mi-novembre à peu près. ouais. Donc, ça avait été un an de boulot. C'est le. Et aussitôt sorti, t'es reparti à la tâche pour améliorer le Voilà. tool et mettre en place de nouvelles idées. Et puis, ben, vraiment chapeau. En tout cas, bon, on va décortiquer tout ça. Ouais. Mais déjà, à la base, qu'est-ce que tu voulais améliorer par rapport à la V1? Quel était l'objectif de cette V2? Alors, le premier objectif de la V2, c'était, on va parler un peu technique, là Christian va être content, c'était au sujet des corpus, parce que j'avais un corpus qui était énorme et qui, malgré sa taille, avait des trous. J'ai eu le cas d'un client qui me posait une colle sur le lombricompostage. Effectivement, sur le lombricompostage, on trouvait pratiquement rien dans le corpus, donc les analyses ne donnaient rien. Donc il a fallu que je trouve une solution pour créer des corpus sans trou, c'est-à-dire de créer le corpus carrément autour de la requête et de façon quasi temps réel. Donc j'ai C'est travaillé sur un tour pour aller scraper un peu à droite et à gauche, trouver les spots pertinents, et surtout pour qu'ils s'arrêtent quand il y avait suffisamment de données dans le corpus, quoi. C'est-à-dire faire des mesures pour savoir si le fait de rajouter une page changeait le corpus de beaucoup, pas beaucoup, de façon insignifiante, et au bout d'un moment, on arrêtait. c'est ça l'avantage d'un corpus généraliste. Et si je me souviens bien, c'était quoi, 60 millions, quelque chose Oh, comme ça? 10, non, 17 millions, 17 17, millions de documents. 17 millions de documents. Mais c'est vrai que ben, on tombe très vite sur ce que tu appelles des trous. Maintenant, le corpus personnalisé, c'est sûr que c'est le top. Le désavantage, c'est bien sûr qu'il faut le construire, quoi. Il faut, Voilà. il faut aller scraper, d'où une nouvelle problématique, Et surtout si tu veux t'attaquer à Google, quoi. voilà. Oh, on ne scrape pas que Google, parce qu'il y a la pertinence, enfin, la qualité des corpus, on peut la trouver ailleurs, mais on scrape aussi Google. Et donc, voilà, c'est le gros du développement sur la V2, ça a été de mettre au point cet outil de scrap, un algo qui arrive à remonter des résultats pertinents. Il y a encore quelques petits problèmes, hein, mais qui sont des problèmes qui ne sont pas inhérents à l'algo, qui sont inhérents à tous ceux qui ont pu faire du scrapping. C'est que lorsqu'on extrait les données, des fois, on a des petits problèmes de conversion, des guillemets qui restent, parce qu'on ne sait pas comment le gars les a encodés. Enfin, Ouais. c'est pas de la tarte d'aller scraper et d'extraire les données. Et puis aussi, des fois, ben, on en parlait avec qui j'en parlais récemment, avec Frédéric. Ah oui, mais c'était dans une conférence, mais ils avaient testé avec Christian Méline justement sur fuite d'eau et de remonter le terme Sarkozy, puisque Sarkozy avait fait une remarque à propos des migrants, fuite d'eau, je sais pas quoi. Et donc ouais, voilà quoi, on peut quand on travaille sur du temps réel, des fois il y a des intrus qui peuvent se glisser là-dedans et qui a Oui, priori vont disparaître plus tard, mais tu les chopes là à l'instant T, quoi. il y a quelques petites astuces pour arriver à éliminer ce qui peut paraître moins pertinent. Sur une requête à 3-4 mots, quand tu as une page d'accueil qui sort, bon,
il y a de fortes chances, enfin, il y a quelques vérifications à faire, mais il y a de fortes chances qu'elle soit positionnée plus par son trust ou ses backlinks que par sa pertinence sémantique, quoi, hein. Ouais. Donc, mais bon, au niveau des corpus, ça tourne assez bien. C'est pertinent, ça C'est fonctionne. rapide en plus, hein. Moi, j'étais étonné, tu génères quand même rapidement, Parce hein. que derrière, il y a un serveur qui est pas mal, et puis bon, scraper, on sait faire ça, on n'est pas obligé de scraper les URL les unes après les autres, on peut tout faire en même temps. Enfin, il y a des Ah, mais il te faut une montagne de RAM, non? Non, non, pas tant que ça, non, Non? non, le scrapping, ça prend pas. Non, non, l'analyse, même l'analyse prend pas beaucoup de RAM. Ça dépend après ça va dépendre de la taille du corpus, parce que des fois, il faut scraper beaucoup pour avoir un corpus stable. Et alors là, effectivement, ce corpus, je l'ai en mémoire quand j'ai travaillé dessus. Donc, effectivement, à un moment donné, il y avait des problèmes de mémoire. Mais bon, c'est des problèmes techniques qui se résolvent facilement. Un serveur à 64 gigas de mémoire, maintenant, ça vaut 4 sous, quoi, Ouais. hein. C'est pas un problème. Et même aussi, je trouve que dans la présentation, tu as vraiment bossé. Je me rappelle, on avait eu cette discussion. Je t'avais dit, il faut que les gens d'un coup d'œil, ils puissent voir si ça cloche ou pas. Et puis après, on peut aller plus loin dans l'analyse. Et tes curseurs, non, c'est vraiment bien trouvé, quoi. C'est pas mal. Euh, Maintenant, si on devait expliquer à, allez, on n'y connaît rien. Euh, Par quel bout tu conseillerais de prendre la chose? Par où je devrais commencer si je voulais m'initier à utiliser Visiblis pour améliorer ma rédaction? Je suis un rédacteur web. Par où je démarre? Alors, si c'est pour la rédaction, c'est-à-dire on est sur les contenus purs, la première chose, c'est de se familiariser avec les concurrences, c'est-à-dire d'aller voir un peu quel est le vocabulaire qui tourne autour Alors, j'aime pas le mot de thématique parce que ça fait annuairiste et puis ça fait des catégories, ça fait des cloisons, mais autour de la requête ou des requêtes comme Du disait. sujet. Voilà, autour du sujet, on va voir. Parce que là, moi, je m'en aperçois lorsque je travaille pour des clients sur des domaines que je connais pas, hein, où là, je me dis, mais bon, tiens, ça fait, ah oui, oh, bon, ça, c'est bien sûr, on arrive à trouver des choses auxquelles on n'a pas pensé, même en utilisant les fameux outils de recherche de mots-clés, etc., les SEMrush et tout ça. Ils sortent des expressions auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et donc, si ces impressions sont assez fortes dans les corpus, ben, il faut penser à les intégrer, quoi. Donc, déjà, avec les concurrences, on a une vision d'ensemble un peu du domaine lexical qu'on va utiliser, quoi. Ben, pour rappel, en fait, le secret d'un bon texte, c'est pas de répéter un nombre de fois important le terme visé, mais de l'enrober, d'entourer ce terme d'expression connexe, de co-occurrence. Je rappelle toujours ce fameux exercice que je conseille où vous rédigez un texte sur les vacances au Pays Basque et vous enlevez vacances Pays Basque du texte et vous regardez si vous arrivez quand même à comprendre de quoi il s'agit ou pas. Et c'est assez intéressant cet exercice parce qu'on voit qu'en enlevant un ou deux mots, ça devient de la bouillie infecte incompréhensible. Ouais. Et aujourd'hui, un outil comme Visiblis, il est capable de filer à un rédacteur le sac de mots qui sont importants, intéressants à Voilà. comprendre, sans parler de la mécanique derrière, de comment tu les cherches ces mots-là. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est idéalement, on n'a plus qu'à faire l'enrobage autour de ces Voilà, expressions. il faut les utiliser. Alors, une autre chose importante qui est arrivée avec la V2 au niveau des mots et de leur utilisation, dans la V1, j'avais une notion de concurrence pour les mesurer, hein. La fréquence et les concurrences, la puissance. Bon, là, il y a une notion qui est différente. C'est que je parle de concurrence forte et faible. C'est-à-dire que j'ai introduit, comme je travaille maintenant avec des n grammes, je vais jusqu'à 3 grammes, Ouais.
Je travaille donc sur la proximité des mots entre eux et sur la proximité des mots dans le texte. C'est-à-dire qu'une concurrence que j'appelle forte, c'est lorsque la concurrence est dans la même phrase que la requête qu'on vise. Lorsqu'elle est faible, c'est qu'elle est dans les mêmes documents, mais pas forcément dans la même phrase. Donc, entre ça et les ngrammes, on arrive à avoir une finesse un peu plus grande et on tient compte dans les analyses de la proximité des mots. Parce Oui, que le fait de parler de New York dans un document ne veut pas dire que le document traite de New York. Par contre, si c'est associé dans la même phrase avec un certain type de mots, il y a un peu plus de chances qu'on soit dans le sujet de New York. d'accord. Ça devient beaucoup plus compliqué au niveau de la title en elle-même. Parce que cette title, déjà, elle a raccourci, elle fait plus que 60 signes. Et là, il faut, quand on veut travailler son SEO, donc il faut mettre les mots-clés, il faut essayer de mettre un terme un peu qui donne envie de cliquer. Et voilà. Il y en a qui veulent mettre aussi le nom du site. Et puis là, toi, tu dis, ben, il faut aussi mettre des concurrences. Et si possible, si tu vises une requête sur 2 mots, par exemple, que tu retrouves dans les concurrences un trigramme, c'est-à-dire qui comprend les 2 mots plus un autre, qui a un point important, et il faut peut-être le viser dans le titre. Ouais. Parce que tu vas cibler aussi un peu autour de ta requête toute seule. Et c'est pour ça que sur l'outil d'analyse, j'ai rajouté un petit outil qui permet de simuler l'affichage en SERP, qui te permet de voir si ton titre il est tronqué ou pas, parce qu'on dit X caractères et tout. Bon, il a changé la taille des polices, donc ça a changé le nombre de caractères, mais en fait, c'est un pixel qui travaille. Ouais. Et des fois, à 52 caractères, tu es coupé, des fois, tu passes à 56. Si tu mets que des I, tu peux en mettre beaucoup plus. Si tu mets des W, tu en mets beaucoup moins. Donc, Ouais. Et un titre tronqué dans les SERP, avec les points de suspension, c'est moins sexy. Et à mon avis, ça doit cliquer légèrement moins que si le titre est. Ce que je conseille, moi, c'est si vraiment on veut travailler en finesse, et justement grâce à ton simulateur d'affichage, il faut s'arranger que avant les 3 petits points, ça soit cohérent. On peut glisser des coques, c'est pas grave, hein, la title, elle peut faire 2 km de long. Il faut que la césure soit propre. Hein. Voilà, avant les 3 petits points, il faut que là, ça claque, et effectivement, après, on peut glisser des co-occurrences qui n'ont pas forcément d'avantage pour inciter au clic, hein, au CTR, mais par contre, qui vont venir appuyer du point de vue sémantique très fortement. Mais là, on est sur une partition de Mozart. C'est vrai que la title, c'est très très compliqué. Compliqué. On pourrait faire un podcast rien que là-dessus. Mais on va parler du reste. On a aussi la description. Hein, il faut mettre une métadescription. Oui. Google l'utilisera pas forcément parce que des fois, il n'aime pas, il va se servir du contenu de la page pour faire son snippet. Mais la description, il faut la travailler dans la même optique et profiter de faire apparaître ces fameux mots là qui vont se mettre en gras et qui vont attirer un peu plus l'œil aussi. Hein. Donc, là, ce sont les deux seuls éléments. C'est votre carte de visite dans les résultats de recherche. Donc, de toute façon, et quand on sait qu'en moyenne, l'internaute passe 5-6 secondes sur la page avant de décider sur quel lien il va cliquer, et si en plus on sait que les top 3 prennent 70% des clics, tous les avantages. S'il n'y a pas d'AdWords devant, parce que s'il y a des AdWords devant, c'est la bérésina. Et puis en plus, avec le mobile, ça change la donne. Mais bon, ça c'est... Bref, autre débat compliqué. Maintenant, sur les outils qui, à mon sens, et là on passe de la page à plus le cocon, je rappelle que la page en elle-même, elle a une puissance limitée, ce qui pousse une page, pour positionner une page numéro 1 sur une requête, il faut du lien. Et là, on parle pas de backlink venant de l'extérieur, on parle de lien en interne au site. Et le système du cocon, c'est ça. C'est une optimisation du maillage interne. Et avec Visiblis, la mesure du glissement sémantique est inestimable. C'est là qu'on voit si on est dans les clous ou si on n'est pas bon.
On parlera aussi de la cartographie. Mais est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu appelles, toi, le semantic rank? Alors, le semantic rank, euh, ça fait un peu, hein, c'est une approche de ce qu'on nomme le PageRank thématique. C'est-à-dire, c'est une mesure qui utilise le même algorithme que le PageRank, c'est-à-dire qui se sert des liens pour propager, cette fois non plus le PR, mais le jus sémantique, c'est-à-dire l'affinité sémantique d'une page avec une requête. C'est-à-dire qu'une page, elle a une certaine affinité sémantique avec la requête, et si les liens qu'elle reçoit, les liens qu'elle reçoit peuvent renforcer son affinité sémantique avec cette requête ou l'atténuer. Si ta page, elle parle d'un sujet donné, si la page qui lui fait un lien, page d'un sujet, parle d'un sujet proche, elle va renforcer son affinité sémantique, donc va renforcer son semantic rank. Mais si la page est hors sujet, elle va au contraire l'affaiblir. Donc je propage l'affinité sémantique par le système des liens. Et dans le cocon, c'est particulièrement sensible, puisque l'objectif, justement, c'est de cloisonner, de hiérarchiser sa structure, de façon à ce que, au sein d'un cocon, on soit ciblé sur un champ sémantique, et qu'à mesure qu'on descend, on va se spécialiser dans telle ou telle partie de ce champ sémantique. Pour rappel, tout ça n'existerait pas si Google n'avait pas implanté ce qu'ils appellent le Topic Sensitive PageRank ou PageRank thématique, qui est une directe inspiration de ton Semantic Rank, Voilà. hein, puisque le PageRank thématique, c'est exactement ça, de regarder comment les éléments sont connectés entre eux avec plus ou moins de distance, quoi. Pour toi, donc on voit bien, tu as deux ronds, hein, c'est plus. Sur le graphe, ouais. Alors, moi, je prends comme mesure, bon, voilà, quand on est en dessous de 30%, ça commence à devenir distant. Mais toi, quelle est ta mesure? Ah, déjà, ce qu'il faut bien voir avec le glissement sémantique, c'est qu'il n'est pas unique, il est double. Le glissement de la page A vers la page B, et de la page B vers la page A, Ouais. qui est pas le même, puisque si tu veux, quand il est équivalent, s'il est le même, ça veut dire que sur chaque page, la partie hors sémantique est équivalente en poids. Hein. Ouais. Si tu veux, donc la mesure du glissement sémantique, elle est simple, c'est que tu peux avoir une approche triviale qui est de dire, je prends les deux contenus, je fais un vecteur et je compare à l'angle. C'est le fameux TF, IDF, le cosinus de Salton, etc. Moi, je trouvais que ce n'était pas suffisant. Donc, je suis parti j'ai fait quelque chose, je suis allé un peu plus loin, j'ai regardé ce que les pages avaient en commun. D'accord. Donc, je pense que les pages ont en commun. J'en fais un vecteur et je le compare au contenu global d'une page d'un côté et de la page de l'autre. Parce que ce contenu qui est en commun, dans une page, ça peut être l'essentiel de la page, alors que dans l'autre, ça peut être qu'une partie. Bien sûr. Et c'est ce qui va créer ces fameux cercles avec les différentes et ce fameux glissement. Donc tu peux avoir, l'idée derrière ça, c'était d'essayer de trouver la hiérarchie des pages. C'est-à-dire cette page, elle aborde le sujet plus largement, mais celle-là, elle le cible beaucoup plus. Voilà, essayer de trouver quelque chose comme ça. Ouais. Et maintenant, alors je voudrais parler de deux types de cartographie, mais déjà, j'ai vu qu'il y avait un nouveau GEFI qui sortait. Je sais pas si tu l'as vu, le 1.7, là, c'est ça? Je ne l'ai pas essayé parce que, bon, j'ai essayé avec la version actuelle et j'ai déjà des problèmes. Moi, c'est lent, bon, Java, c'est bien, mais là, c'est un peu... Mais on en parlera après. J'ai trouvé une API JavaScript qui est assez géniale parce que par rapport à tout ce que j'utilisais jusqu'à présent, elle est d'une rapidité phénoménale. Où j'arrive maintenant à faire des graphes GEFI de 1000 nœuds, quoi. Hein. Ouais.
Le problème, c'est les liens, quoi, hein. Quand tu scrapes un lien où il y a 150 000, un site où il y a 150 000 liens, bon, les 150 000 liens, ça sert à rien de le représenter parce que tu verras que du gris sur le forum. Mais là, j'ai trouvé une API qui est pas mal. Ben déjà, avant, tu refusais de scraper le cocon s'il y avait trop de fuites, alors que maintenant, j'ai l'impression que tu as moins peur, en tout cas l'outil a moins peur des fuites, il y Ah va quand non, même. ça, avec l'API, le problème du temps réel, sur la partie online, le problème du temps réel, les 30 URL, la limite des 30 URL pour les graphes, c'est pas un problème que je veux pas que les gens scrapent tout leur site. C'est parce que en temps réel, c'est pas possible. Ah ouais, Euh, donc avec l'API, effectivement, c'est plus du temps réel, c'est du temps masqué. Tu donnes un jeton, tu envoies ton truc, et quand c'est fini, ça peut t'envoyer un mail ou ça peut te pinguer une URL si tu l'intègres à un outil, où tu vas voir dessus avec le jeton, ça te donne l'état d'avancement. Et après, tu récupères ton tableau que tu peux mettre dans Jiffy ou tu as tout là. Et sur l'outil que j'ai en préparation, en phase de test, mais pendant que c'est en train de faire la moulinette, tu peux travailler sur notre projet, quoi, sur l'outil. ouais. Hein. Ça est un état d'avancement, etc. Donc, voilà, je suis allé scraper des sites. Là, j'avais un projet pour un client, il y avait 1800 URL, ça pose pas de problème, quoi, hein. Ouais. Après, c'est pour la représentation. Bon, au-dessus des 50 000 liens, qu'est-ce que tu veux représenter? Ça n'a pas Ouais. des. Ça a pas Ouais. Ben c'est ça le problème moi de GFI, c'est que c'est pas très sexy quoi. C'est vrai que après bon on peut pas tout avoir non plus hein. T'as les données, t'as les données qui sont représentées, t'as les données qui sont accessibles et si tu veux faire des choses jolies comme on a fait Sylvain Doré, je sais pas s'il peut représenter autant de choses que toi. Ça c'est je sais pas trop Non, comment. après, c'est le problème du temps réel, quoi. GFI, des fois, pour afficher un truc, Hum. voilà. Alors que si on arrive quelle que soit la forme des graphes, lorsqu'on a l'habitude, on voit tout de suite où est le problème, Hum. quoi. Sylvain, il fait ces graphes hiérarchisés, il les fait de façon circulaire. Moi, je les fais de façon d'un arbre. Mais surtout, moi, je représente tous les liens, même les liens transversaux. Ouais. Donc, j'arrive à voir effectivement. Et puis après, le graphe Force Atlas aussi est très intéressant parce qu'il permet, si tu veux, sur un site qui n'est pas encore un cocon sémantique, il te permet de voir s'il y a une certaine clusterisation qui se fait par les liens, c'est-à-dire si quand même il y a eu une organisation des liens, hein, des pages et de la structure. Et là où ça devient intéressant, c'est quand tu veux y superposer dessus la clusterisation sémantique. Ben, C'est-à-dire, c'était justement ma prochaine voilà. question, que tu nous expliques la différence entre ce que tu appelles le tree analyzer et le cluster analyzer. Voilà. Alors le trianalyzer, c'est l'analyse du semantic rank. Donc on crée un graphe où la taille d'un nœud est représentée par le semantic rank de la page, comme on pourrait le faire avec le PR. D'ailleurs, il y a les deux qui Ouais. permettent de comparer que voilà, que la sémantique change la donne. Et le cluster analyzer, là, je fais une clusterisation, c'est-à-dire que je compare les pages une à une entre elles et j'essaie de les grouper ressemblance sémantique. Donc normalement sur un cocon, le graphe avec l'algorithme Force Atlas, donc qui va positionner géographiquement les pages en fonction des liens, et les liens sont assimilés à des ressorts, et on essaie d'équilibrer tout ça. Si on représente les clusters sémantiques par des couleurs, on doit avoir les couleurs qui se superposent avec les zones géographiques du site. Et D'accord. là, on a une adéquation entre le contenu sémantique et les liens qui sont faits. Les liens, on voit que les liens sont faits à bon escient. J'ai des petits graphes là, mais sur des petits sites. Je vais te les mettre en partage d'écran. Mais ce qui est marrant avec la représentation, c'est que un site bien conçu, la représentation est jolie. Alors que sinon, quand tu te retrouves avec des grosses boules ou des trucs comme ça, c'est marrant, mais j'ai toujours pensé qu'un un site bien conçu était représenté de manière visuelle beaucoup plus sympa qu'un site mal conçu. Quoi. Alors, attends, comment je partage l'écran avec ça
Voilà, ici, plus. Partager l'écran, démarrer, OK. Voilà, tu vois le graphe, hein? Yes. Voilà, ça c'est un graphe Force Atlas. Bon, je sais pas, c'est pas le nombre d'URL qui est important, mais on voit que, alors la couleur ne représente pas la clusterisation sémantique, c'est les niveaux de profondeur, parce que c'est une autre notion aussi sur laquelle, fait que je visualise sur les nouveaux outils, c'est le niveau de profondeur par rapport à la home page. D'accord. C'est-à-dire qu'on prend la home page, on va scraper le site dans l'ordre qu'on trouve les liens, hein. Ouais. Même si une page peut être très profonde, si tu mets le lien sur la home page, elle est au niveau plus 1 par rapport à la home page. Donc ça, c'est les couleurs. La home page est en noir au milieu. Et ce qui est représenté, la taille des nœuds, c'est le page rank. Là, hein. D'accord. Donc voilà, bon, on a une espèce de bouillie. Et le même site, une fois qu'on a fait un nettoyage de liens, tu Voilà. vois la différence. Hop, j'ai perdu la page, je reviens là. Voilà. Donc là, tu vois, grosso modo, tu vois, bon, il y a 5 cocons là. Ouais. Il y en a un qu'on ne voit pas bien qui est au milieu parce qu'il y a encore, il y avait du travail de contenu à rajouter. Mais là, on voit bien qu'il y a une géolocalisation des pages en fonction du linking. Voilà, c'est ça. On a plus cet effet boule. Voilà. Par contre, on a beaucoup moins de liens, hein. Ben oui. C'est-à-dire que si tu fais la même chose sur un site e-commerce avec méga menu, il va falloir nettoyer des liens, quoi, hein. Parce que, Less is more. voilà. Et là, on voit déjà une chose qui est, outre la géolocalisation, donc là, c'est par les couleurs, c'est par niveau, hein. Donc on voit bien que les pages en niveau, les pages en rouge, hein, de la home, elles sont plus là par hasard. Alors que sur l'autre, la home n'est pas construite par hasard, c'est-à-dire que tu peux avoir des liens vers des pages profondes sur la home. Moi, j'ai tendance à mettre ça en JavaScript pour que, au niveau de la circulation du jus, on envoie bien le jus comme il faut sur les pages de niveau inférieur qu'on a voulu. Et Ouais. on voit bien le changement de couleur en fonction de la profondeur. Et surtout, par rapport au graphe de tout à l'heure, on voit que le PR est beaucoup plus équilibré. Mm-mm. Et alors, si je fais, je ne l'ai pas préparé, mais si je fais le graphe, parce que bon, pour le semantic rank, il faut une requête, hein. Lorsqu'on passe ce graphe à travers des requêtes, on voit tout à fait, selon la requête et le cluster qu'on a visé, on voit très bien les nœuds, les pages prendre de l'ampleur dans le cluster qui est ciblé par la requête, quoi. Tiens, je vais répondre à une question qui viendra sans doute, une interrogation, parce que tu as dit je mets en JavaScript, et c'est une question qu'on m'a déjà posée. Effectivement, même si Google va dans le JavaScript, jamais de la vie, ça sera aussi pertinent, aussi puissant qu'un lien en dur à href, quoi. Oui, alors, ouais, ça, j'ai fait quelques tests dessus. Bon, Google, il interprète le JavaScript comme nous, on peut le faire avec Node.js ou des choses comme ça, hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir le rendu d'une page après avoir y passé. En scrapant, on peut aller scraper une page Node.js et puis le rendu après exécution du JavaScript. Mais par contre, son comportement vis-à-vis de ce qui est mis en JavaScript, en particulier ce qui est mis en Ajax, d'après les tests que j'ai fait, moi je trouve que c'est encore assez un peu aléatoire, hein. Moi je vois des sites où il indexe carrément les menus en Ajax, ils sont dans les résultats de recherche, hein, tu les trouves. J'ai fait un test moi sur 3 mois sur Visiblis où j'avais mis une page où il y avait 2 liens qui étaient en JavaScript, les 2 pages pointées par les liens JavaScript, au bout de 2 mois, n'étaient toujours pas indexées. J'ai mis les liens en dur, le lendemain, elles étaient indexées toutes les deux. Ouais. Donc il a un comportement, à mon avis, enfin, pas très stable là-dessus. Son approche par rapport au JavaScript est pas très stable. Bah, Donc, c'est même pareil pour Flash, hein. Il dit qu'il indexe Flash depuis des années, mais je sais pas toi, mais moi j'en ai jamais vu passer de fichiers Flash quand je fais des recherches en tant non, qu'internaute. Donc non, c'est voilà, bon bref, on ferme la parenthèse, mais c'était juste pour dire que oui, si vous voulez maîtriser, ne faites pas du nofollow sur les liens internes, des trucs comme ça.
passez par une techno type Ajax et vous pouvez avoir tous les méga menus que vous voulez. Alors attends, on va enlever le partage d'écran. Non, c'est toi qui dois le désactiver. C'est moi qui vais le désactiver, bouge pas. Modifier, arrêter le partage. Voilà. Ah, mais je te vois plus, moi. Ouais. Et toi non plus. Je remets la caméra. Voilà, j'ai remis la caméra. T'as tout, bon. tout cassé. Mais on s'entend, c'est le principal. Ok, donc, et si on passait maintenant au futur, sur quoi tu travailles en ce moment? Alors, le futur. Alors, une précision que j'ai oubliée là sur Visibilise les deux, il y a une chose que j'ai rajoutée avec l'API qui est très intéressante, c'est la possibilité de limiter l'analyse à un bloc HTML. Je m'explique. Sur une page HTML, on a le problème du menu, du footer, de la sidebar, qui va être pris en compte dans les analyses. Et généralement, les mots qu'il y a dans le menu, qu'il y a dans le footer, qu'il y a dans la sidebar sont sémantiquement très forts par rapport à la thématique du site. Donc là, avec l'API, il y a la possibilité, si on a identifié un bloc, la partie article de ces pages avec une idée unique, par exemple, je ne sais pas moi, content, contenu, il suffit de le passer un paramètre à l'API et on va, en plus d'avoir les affinités sémantiques du titre et de la page en elle-même, on va avoir l'affinité sémantique de ce bloc. D'accord. Là, il y a des choses intéressantes. C'est lorsqu'on compare l'affinité sémantique de ce bloc de texte avec celui global de la page. Ouais. Parce que si on a une affinité sémantique plus faible, ça veut dire que c'est ce qu'il y a autour. Trop de pollution. Donc, c'est que notre contenu n'est pas assez fort. Ouais. Il faut qu'elle soit, pour les requêtes ciblées, plus forte que le tout, en content environnement. Alors, j'ai rajouté ça parce que je n'ai pas la possibilité je ne sais pas, moi, comment Google fait pour trouver le contenu dans les pages. Il sait le trouver, il sait mesurer ce qu'il y a en haut de la ligne de flottaison, etc. Mais j'ai trouvé cette approche-là qui permet, par un acte volontaire du gars qui fait les analyses, il suffit qu'il mette... C'est un sélecteur comme jQuery, ça peut marcher avec une classe, ça peut marcher avec un ID. Donc, il suffit qu'il tague son site comme ça, et il pourra faire des analyses où il prendra en compte, en plus des autres valeurs, le contenu. Donc ça, c'est une avancée aussi, une avancée importante. Et puis, tu peux tester des blocs, enfin, du contenu. Voilà, tu n'es pas obligé de tester aussi une page web. Tu peux... Oui, mais ça, il y a l'outil pour travailler pour le texte, oui. Quoi d'autre alors sur Visiblis avant de passer au reste? Je regarde si je vais noter quelques trucs. Non, de toute façon, il y a toujours le forum pour ceux qui. Oui, alors les gens téléphonent. Hein. Les gens téléphonent. Les clients téléphonent, oui. De toute manière, à ton avis, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de produire une page parfaite, en théorie? Parfaite. Un texte qui... Enfin, tu vas prendre les X premiers sur Google et ailleurs. Tu sais recueillir tous ces termes, tous ces intéressants à plusieurs titres. Qu'est-ce qui manquerait pour faire cette page parfaite? En tout cas, du point de vue du croustillant pertinence moteur. Quoi. Honnêtement, je ne pense pas qu'au niveau de la pertinence, la page parfaite existe. La page parfaite, ça serait celle qui aurait une affinité sémantique de 100%. Pour un titre, c'est simple à faire, il suffit de viser la requête. On aura une affinité sémantique de 100%. Bon, c'est un peu réducteur comme point de vue. Pour un contenu textuel, il peut y avoir plusieurs pages qui vont avoir la même affinité, mais qui auront pris une orientation différente dans la rédaction. Oui. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. À la limite, ça veut dire qu'on peut arriver sur les mêmes requêtes à avoir une bonne affinité sémantique sur plusieurs pages du site.
Mais je ne pense pas qu'il y ait en termes de mesure d'affinité, je ne pense pas qu'il y ait une page parfaite. Ben, en fait, moi, je vais te dire ce qui me trotte dans la tête, ça serait arriver à faire, alors il faudrait sans doute introduire du machine learning et autres, mais à ce que la page s'auto-adapte à différents, à l'environnement. Tu vois, par exemple, s'il y a trop de signaux négatifs, tu parlais d'arguments, tu vois, de l'approche. Là, tu envoies un signal positif. S'il y a que des catalogues commerce, tu vas le faire avec une page de contenu. Si, enfin, tu vois. Et puis, alors, idéalement, il faudra aussi s'adapter à la typologie de requête et donc aux filtres éventuels qu'il pourrait y avoir sur la requête. Mais pour moi, voilà, la page parfaite, elle n'existe pas de manière globale. Il faudrait qu'elle puisse, au cas par cas, s'adapter à l'environnement, que ce soit de Google ou des concurrents, quoi. D'autant qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on travaille sur l'amélioration d'une page qui est déjà positionnée, mettons, dans le top 10 de Google, faut pas oublier que cette page aussi, elle participe au, au calcul des affinités sémantiques, puisqu'elle est dans le top 10 de Google. Donc elle a une importance, cette page, on ne peut pas la négliger. Donc son contenu est important. Donc à la limite, c'est-à-dire qu'on arrive à quelque chose qui en science est toujours problématique, c'est quand le fait en science, on observe de l'extérieur, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas modifier le milieu. Là, on modifie le milieu, forcément, puisqu'on a positionné cette page. Et ça amène d'autres réflexions dans le sens où, avec un site qui est assez puissant, il faut que le site soit puissant, la sémantique ne fera pas tout, je suis persuadé que lorsqu'on arrive, qu'on positionne une page dans le top 10 de Google, on peut faire dériver le champ sémantique. C'est-à-dire, si cette page est puissante, on va y introduire des données qui le font dériver un peu, on peut dériver. Et c'est une façon de pouvoir repousser les autres un peu plus loin aussi. Alors, moi j'y avais pensé, mais avec plusieurs pages. Oui, il faut plusieurs pages. Il faut aussi que... parce que bon, la pertinence ne fait pas tout. Hein. Il ne faut pas oublier... il y a quand même les backlinks sont encore Ouais. là. Le trust du site aussi est important. Mais sur un petit site, même sans beaucoup de belles, sans beaucoup de trust, sur des requêtes pas très chaudes, je pense qu'on peut arriver à dévier le champ, enfin, un champ lexical ou le champ Ouais. sémantique pour amener, c'est une façon de pouvoir éjecter les autres de ça, quoi. Hein. Du sémantique négative SEO. Et c'est pas tout à fait négatif, c'est voilà, faire un peu de... Enfin, négative SEO, de toute façon, oui, l'idée c'est de dégager les autres, quoi. Il faut se souvenir l'image que donnait Sylvain dans les formations, où pour faire le classement de la pertinence, il fait un cluster. Et avec, normalement, au centre du cluster, à peu près, il y a la page qui sort en premier, c'est celle qui est en plein. Voilà. Et bien, si cette page-là, qui a été prise, que Google considère comme la page qui est importante, si tu la fais tirer un peu sur le côté, bien, ceux qui sont là, à un moment donné, ils risquent d'être éjectés Voilà, bon, tout ça, c'est peut-être des spéculations, mais je pense qu'il c'est, voilà. Bah, il y avait aussi De faire baisser les autres. il y avait aussi l'explication de Sylvain sur comment transformer un site de jardinage en site porno avec un élément commun en deux thématiques qui était le concombre et arriver à voilà, faire transformer sémantiquement parlant un site de jardinage en site porno. Ok, alors, moi je suis impatient. C'est quoi Ah, que tu as dans les cartons? alors, déjà, bon, la V2, elle va, elle tourne. Il y a quelques petits, il y a des améliorations qui sont apportées à mesure au gré des demandes et des conversations avec les clients. Et lorsque j'ai lancé l'API, je me suis aperçu, moi je pensais que l'API c'était quelque chose qui était à destination des développeurs pour intégrer à leurs petits outils maison le fait de pouvoir y incorporer des mesures, etc. Et en fait, je me suis aperçu que la majorité des clients l'utilisaient pour faire sauter la fameuse limite des 30 URL qu'on ne peut pas passer avec un outil SAS en ligne, et faisaient des requêtes depuis le navigateur et leur clé d'API, etc.
Et après, ils ne savaient pas comment utiliser les résultats. Beaucoup m'ont dit, oh, je fie, il faut apprendre un autre logiciel, ça va pas. Donc je me suis lancé dans un nouvel outil qui va intégrer toutes les fonctionnalités de Visiblis. C'est-à-dire qu'à partir, on pourra travailler soit sur le graphe, soit sur un tableau de liens, enfin, etc. On pourra tout avoir. Les glissements entre pages, le sémantique rang, les affinités sémantiques, du bloc de texte, de la page, etc. Tout sera concentré sur un seul outil. Et toutes les analyses se font de façon, ce que j'appelle un temps masqué, c'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton pour aller crawler son site, on appuie sur un bouton, ça crawl le site, et pendant l'instant on fait autre chose sur l'outil. Et on a un petit indicateur qui nous dit, j'en suis à crawler telle page, je crawl telle page, attention, là je calcule les affinités sémantiques, voilà, etc. Parce que crawler un site de plus de 1000 URL, ça prend 3-4 heures. Ouais. On rappelle quand même que l'objectif final, hein, c'est non seulement d'améliorer la page en elle-même, mais l'environnement de la page. Euh, mais c'est vrai que l'objection numéro un de ce type d'outil, c'est toujours de dire bon ben comment j'interprète les données quoi. C'est toujours ça, c'est-à-dire comment, qu'est-ce que j'en fais. Ça, glisser les co-occurrences, c'est facile, mais ensuite, si on veut aller et en plus, à mon avis, on est obligé de monter en compétence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester au niveau débutant et essayer d'utiliser Visibly, si tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ouais. Alors, il faut forcément essayer de comprendre à un moment donné. Je pense qu'en utilisant, on arrive à. En forgeant, on devient un peu forgeron. Voilà. On arrive à voir où sont les leviers. Déjà, en faisant différentes analyses, des modifications puis des analyses, on va voir si on arrive à faire évoluer ses scores. Et en fonction des leviers sur lesquels on a joué, on va tout de suite savoir de où c'est qu'il faut tirer. Hein. Ça, c'est. Donc, pour les scores, pour les chiffres purs et durs, voilà, il y a pas de règle. Il y a un essai d'outils de diagnostic dans la V2 de Visiblis qui vous dit attention, voilà, toutes ces concurrences-là, vous les avez oubliées, puis là, vous avez tout ce vocabulaire-là. Bon, eh ben, il n'est pas utilisé par vos concurrents, enfin, par vos concurrents potentiels. Donc voilà, il y a un jeu à trouver, à essayer de remplacer les mots qui sont un peu entre guillemets hors champ sémantique par des mots qui sont dans le champ sémantique. Donc déjà, ça c'est assez facile. Et puis après, c'est tiens, cette concurrence, si je l'associe avec celle-là, je serai un peu plus fort parce que je renforce un peu plus le contexte. Donc on va arriver à faire monter les aiguilles hein, sur les indicateurs. Hein. Sur le tutoriel que j'ai fait sur Titralizer, sur un titre de page, voilà, c'est très parlant. On arrive à voir, et comme c'est court, on a tout de suite une vision, on comprend que, voilà, on comprend. Sur un texte, c'est un peu plus compliqué parce que il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Sur un texte court, ça sera toujours un peu plus facile que sur un texte long, parce que sur un texte long, il y a une dilution qui s'opère. Et sur un texte long, il ne faut pas espérer avoir les mêmes scores qu'un texte court. Mais moi, j'ai vu des gars qui arrivaient à avoir et en plus sur des textes de qualité, c'est-à-dire que quand tu vas lire la page, c'est bien écrit, d'avoir des scores il est passé des 50 quoi, sur l'affinité sémantique de la page. Donc il y a et puis c'est pareil, les gens se font les discussions que j'ai avec les clients, ils se font leur propre religion un peu de l'outil. J'ai regardé le comportement des clients, bon, à part les agences qui signent un chèque, là, elles s'abonnent, puis elles utilisent, je le vois au niveau de l'utilisation, ils créent à tous un compte, ils utilisent régulièrement. Beaucoup on va dire des freelances utilisent l'outil occasionnellement, donc ils prennent un abonnement un mois, puis voilà. Donc ils perdent toute traçabilité, de mémorisation de leur machin, etc. Donc le prochain outil qui ne se substituera pas à la V2, hein, qui sera une autre approche, je fais un système à jetons. C'est-à-dire que si le gars veut l'utiliser ponctuellement, il peut l'utiliser ponctuellement. Il commande tant de jetons, il a un petit site avec, je sais pas moi, 150 jetons, ça lui suffit pour faire un, il fait son, voilà. Donc,
C'est pour répondre aussi à une demande qui m'a été faite d'utilisation Mais ponctuelle, quoi. honnêtement, c'est vrai que quand on fait de l'audit ou même de la formation, c'est ce qu'on appelle le snapshot, hein, c'est à mon avis, oui, une très très forte demande. Effectivement, tu as raison de devoir présenter cette offre, parce que même quand je vois mon utilisation, oui, c'est à 80% comme ça. Bon, même si mais si j'ai de l'activité, mais tous n'ont pas forcément un besoin d'analyse tous les mois ou toutes les semaines. Donc, ouais, ouais, bonne idée, jetons, en avant. Et en plus de ça, on pourra travailler en virtuel, c'est-à-dire qu'on pourra, euh, parce que bon, ton plugin avec les imports de MindMap, tout ça, ça m'a donné des idées. On pourra travailler sur un site qui n'existe pas. C'est-à-dire, alors bon, sur un site qui n'existe pas, on ne pourra pas travailler sur les affinités sémantiques, c'est un contenu, mais on pourra commencer à bâtir sa structure. Voilà, un porteur MyMap, ça nous fait le Ouais. graphe, etc. Et à mesure comme elle est contenue, on pourra, en cliquant sur un Mm. bouton, on associe l'URL et on va faire les analyses, etc. On pourra nettoyer des liens. C'est-à-dire les schémas que je t'ai montré tout à l'heure, je les ai faits avec cet outil. Euh, le premier travail que je fais, moi, lorsque je fais des précaux après une audit, c'est de lui proposer d'abord, avant de travailler sur les contenus, on va réorganiser les liens, on va enlever tout ce qui, voilà, tout ce qui est hors cocon, et on pourra là aller sur une URL et Ouais. voir ce que ça donne directement. Donc faire de la simulation avec un site existant, on pourra, sans modifier le site, supprimer les liens et voir ce que ça donne au niveau des différents calculs. Donc, Moi, j'ai pas abandonné. On avait essayé de l'intégrer directement dans le plugin Visiblis. Ça avait foiré pour des raisons diverses et variées, mais j'ai pas abandonné l'idée. De toute façon, on va mettre à disposition des outils d'analyse sémantique, dont Visiblis, à l'intérieur du plugin pour que les gens puissent monitorer tout ça, quoi. il faut que Direct. Benoît regarde l'API de la V2. Ouais, Voir, alors après, pour l'analyser d'une page, c'est du temps réel. Hein. ouais. Tu fouilles ton truc, tu as le résultat, enfin, c'est du temps. Après, lorsqu'on va analyser une structure complète, c'est sûr que ben, il faut scraper, donc ça prend du temps, puis il y a des calculs, quoi. Ouais. Et c'est des calculs vectoriels, ça travaille avec des matrices et tout, bon, c'est des calculs assez longs. Et qui sont exponentiels, la longueur, la durée des calculs avec la taille est exponentielle, quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ok, bah écoute, parce que là je vois qu'on en est presque à 1 heure déjà, ça passe vite. Et moi qui me dis toujours il faut que je raccourcisse, il faut que je raccourcisse, et puis bah, c'est toujours intéressant de discuter. Mais moi les retours qu'on me donne sur Visiblis sont toujours excellents, hein. Les gens apprécient vraiment Et puis rappelons on est chanceux, ça n'existe pas ailleurs Donc, en anglais, ils n'ont pas, hein, ils ont pas et ce type d'outil. on en avait discuté. Bon, déjà sur la V2, j'ai étendu aux langues francophones, puisqu'on peut travailler des corpus centrés sur la Belgique, la Suisse ou le Canada, puisqu'il y a quand même des variations linguistiques hein, Ouais. qui sont. C'est pas tout à fait innocent, parce que les Canadiens en particulier, il y a de grosses variations linguistiques. Et effectivement, bon, l'outil est prévu pour pouvoir travailler dans notre langue. Il faut juste il faudra que je m'isole un peu pendant un certain temps parce que la V2 fait de l'analyse syntaxique. Donc, pour faire de l'analyse syntaxique, il faut connaître la langue. Donc, il faut reprendre. J'avais repris des bouquins de grammaire CM2. On dit, ben oui, si tu veux extraire des grammes, il faut trouver le complément d'objet, le groupe nominal, les choses comme ça, quoi. Bien sûr. Donc là, il faudra que je me plonge dans la grammaire anglaise, par exemple. Et une fois que l'analyse syntaxique est faite, il n'y a aucun problème, quoi. Hein. Ah, C'est-à-dire, puis attends, t'as anglais et anglais. T'as anglais US, c'est pas les mêmes, oui, hein. je pense pas qu'il y aura beaucoup au niveau des corpus. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de différences. Oui. Tu sais, Ça, moi, pour avoir été éduqué aux États-Unis, en Angleterre, j'ai du mal à me faire comprendre, hein. C'est pas si évident, quoi. Mais bon, tu verras bien.
Oui, oui, non, mais ça, il y a des essais à faire, parce qu'après, s'il faut prendre en fonction des États du Sud, des États du Nord, s'il faut encore Non, plus c'est, spécifique au Texas. non, ils sont compliqués, c'est tout. Il y a des appellations, des mots. Enfin, ouais, j'ai toujours, je pense toujours à soliciteur, tu vois. Soliciteur en anglais, c'est un avocat, mais soliciting, c'est faire la manche. Oui. Et donc, alors que lawyer, bon, lawyer, c'est avocat. Mais et donc, enfin, je prends toujours cet exemple-là pour dire que des fois, c'est un petit peu touchy d'essayer d'analyser. Mais en français, on a plein d'exemples comme ça, hein, aussi. Oui, oui. Ok, ben super. Quelque chose d'autre? Eh bien, donc j'attends qu'il y ait un événement pas loin de chez moi pour m'y rendre, parce que tout ce qui se passe à ce moment, c'est plutôt, il y en a eu un peu du côté de Strasbourg, il y en a eu un peu du côté de Nantes, d'Angers, enfin dans des endroits un peu loin de chez moi. Ben écoute, Il y a eu à Lyon, ouais, non, là, ça n'intéresse plus les SEO. il va y avoir Villard-de-Lans, il va y avoir Saint-Raphaël, et après, c'est au campus. Ben, il y avait, ouais, là, c'était à Lyon. Ouais, de ton côté, Non, il y a eu un petit événement chez nous, là, à Saint-Jean-de-Luz, entre Basque et Béarnais, là, au musée Janvier, avec, il y a quand même Cadix. mais pourquoi vous en faites pas un Et on d'événement? fait, Non. on Ben ouais, fait. mais un truc, inviter le reste du monde. Ah ouais, mais moi j'attendais, c'est au Camp Day sur Toulouse, Bordeaux, ou même de nouveau sur le Pays Basque. À mon avis, tu peux l'attendre un moment, celui-là. Ah, Je sais pas. Il focalise. les afters valent le coup quand même. Ouais. Ben non, mais en fait, c'est passé de un SEO Camp toutes les semaines à là, maintenant, il y en a, d'après ce que j'ai compris, je fais plus partie de l'association, mais c'est plus des partenariats avec des événements existants, mais il focalise sur SEO Campus, quoi. Voilà. Ah, il y aura bien quelque chose qui se passera dans le Ouais. coin du sud-ouest. Ouais. Ça marche, ouais. Mais c'est vrai que pourquoi pas, il y avait de toute façon ce que avait fait Julien à Lyon, le Black and White SEO, avait tellement bien marché qu'il va le délocaliser. Donc je vais essayer de pousser Ah, ça c'est à bien, Toulouse. sur Toulouse. En plus, c'est central, Toulouse. Ouais. C'est bien pratique, Toulouse. Ok, ça marche. Ben, merci, Jérôme. Ok, il n'y a pas Allez, de problème, merci à toi. à bientôt. Bye. Ciao.